L'archipel d'Hawaï, perdu au milieu du Pacifique Nord, est un paradis pour les astronomes. Le volcan Mauna Kea, situé sur Big Island, abrite le plus grand observatoire astronomique de l'hémisphère nord. Depuis ce formidable belvédère sur la voûte céleste, les astronomes projettent leur regard au plus loin du cosmos. C'est en étudiant la matière noire et l'énergie noire que les scientifiques tentent de dévoiler la part obscure et mystérieuse de l'univers. Mais pour commencer mon voyage, je vais à la rencontre des premiers astronomes hawaïens, les Napoeo, ceux qui font chanter les étoiles. Il y a plus de 1500 ans, des Polynésiens venus des Marquises accostaient sur les côtes hawaïennes après un périple de 4000 km. Sans boussole ni compas, ils naviguaient en s'orientant grâce à la voûte céleste. Un savoir que perpétue aujourd'hui Placito. Originaire de Micronésie, il transmet les traditions maritimes de ses ancêtres à de jeunes Hawaïens. Comment les anciens Polynésiens ont réussi à naviguer pratiquement dans tout l'océan Pacifique, qui est immense, et ont réussi donc à explorer toutes ces îles extrêmement éloignées les unes des autres. Nos ancêtres connaissaient les chemins d'étoiles. Ils utilisaient certaines étoiles pour s'orienter. La principale était Aitula, la croix du Sud. Ils savaient qu'en début de nuit, des étoiles se lèvent à l'est pour se coucher à l'ouest et suivent une trajectoire presque identique d'un jour à l'autre. Lorsqu'une étoile a plongé sous l'horizon, il suffit d'en prendre une autre ayant une position comparable et de recommencer. On appelle cela le chant des étoiles, car les étoiles parlent à ceux qui savent les écouter. Je peux comprendre comment vous naviguez de nuit avec les étoiles, mais en plein jour, comment vous arriviez à tenir le cap? Pendant la journée, ils savaient interpréter tous les signes de la nature. Le lever, le coucher du soleil permettaient de déterminer l'est et l'ouest. Le Maramu, l'alizé du sud-est, de fixer un cap. Les vagues leur permettaient de savoir où étaient situés les courants et selon la forme de la houle, si la terre devant eux était proche ou lointaine. Comment vous avez appris à naviguer sur ces pirogues traditionnelles? Tout ce savoir collecté au fil des voyages était transmis oralement. L'enseignement avec un maître pouvait prendre plus de 10 ans. Moi, c'est mon père qui m'a appris et lui-même l'avait appris de son père, qui lui-même l'avait appris de son père. Ce savoir était jalousement gardé. C'est important de le transmettre aux jeunes pour qu'ils ne disparaissent pas. C'est notre culture à nous les Polynésiens. Pour les Polynésiens, le ciel est le miroir de l'océan. Le lieu où séjournent les esprits, ceux qui peuplent les fonds marins. À Hawaï, les esprits peuplent aussi les montagnes et les volcans de l'archipel. C'est sur l'un d'eux, le Mauna Kea, la montagne blanche en polynésien, que des astronomes du monde entier viennent observer les confins de l'univers. C'est ici, à 4200 mètres d'altitude, que travaille mon vieil ami Jean-Charles Cuyandre. Tous ces volcans, c'est sur les nuages. Il est l'un des spécialistes mondiaux de l'imagerie astronomique. Depuis 15 ans, il travaille au CFHT, le télescope Canada-France-Hawaï. C'est incroyable ce paysage. On a l'impression d'être sur une île au-dessus des nuages. C'est absolument magnifique. Pourquoi tous les astronomes du monde, pratiquement, ont envie de venir ici, sur le Mauna Kea? Parce qu'on est le coin de la Terre le plus isolé. Hawaï, c'est perdu au milieu de l'océan. Au milieu du Pacifique, oui. Au milieu du Pacifique. Et donc les masses d'air qui passent au-dessus de notre tête sont stabilisées
à travers les milliers de kilomètres qu'elles ont passé au-dessus de l'océan. Et donc, on peut observer l'univers à travers un air très stable. Et ça nous donne une stabilité d'image exceptionnelle qui fait du Mauna Kea le meilleur site d'observation au monde pour ce créneau particulier. Et puis, comme on est à haute altitude, il y a la couche d'inversion qui nous entoure. Donc on la voit, elle est associée avec cette mer de nuages qu'on voit un peu plus bas. D'accord. Et donc l'avantage de cette couche de nuages, c'est que d'une part, elle bloque tout ce qui est poussière, etc., qui pourrait monter. Donc on reste toujours dans une transparence absolument unique. On le sent ici, juste à te parler, à regarder. Je te vois avec autant de transparence que je vois cette montagne qui est là-bas à des dizaines de kilomètres. C'est incroyable. Et également, ça bloque toute lumière qui pourrait provenir des villes principales. Et donc on est vraiment dans un site très très obscur qui est propice à l'observation astronomique. Ces conditions exceptionnelles d'observation font du Mauna Kea un site idéal pour les télescopes géants, comme les jumeaux Keck, qui comptent parmi les plus puissants télescopes optiques du monde. Avec leur miroir de 10 mètres de diamètre, ils peuvent observer des galaxies situées à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre, captant la lumière émise par ces astres au commencement de l'univers. Mais pour l'heure, c'est une étoile beaucoup plus proche de nous qui attire les regards des touristes et des astronomes. Le ciel est clair. Oui, là, c'est éclairci par rapport à ce matin, ça c'est bien. Construit il y a près de 40 ans, le CFHT fait un peu figure d'antiquité. En effet, son miroir de 3,60 mètres de diamètre ne lui permet d'observer que les objets célestes situés seulement à 7 milliards d'années-lumière de nous. Mais là où les télescopes de nouvelle génération ne scrutent que des points précis de l'univers, de la taille d'une tête d'épingle, le CFHT, lui, avec sa caméra Megacam de 340 millions de pixels, peut embrasser des régions beaucoup plus grandes de l'espace. Dans ces champs immenses, les astronomes peuvent étudier comment se distribuent les galaxies dans le cosmos et mieux comprendre comment évolue l'univers. Là, on va être un peu plus à l'aise. Ah, la salle de contrôle. Avec Megacam, les images qu'on prend, les images individuelles, c'est vraiment ce que tu découvres quand tu es devant ton écran en tant qu'observateur au CFH et qu'on voit comme quelques objets, on a un objet important. Mais vraiment, c'est quand on accumule ce type d'images sur des années et des années que finalement on peut empiler la lumière, enfin, on accumule la lumière et on obtient ce type d'image au final. Ah, c'est extraordinaire. On voit c'est bien le même champ, sauf que soudainement la profondeur, c'est-à-dire le nombre d'objets qu'on détecte est bien plus grand. Tu veux dire que vous avez laissé le télescope pointé dans le même coin de ciel, c'est ça? Ça s'est fait au fil des années, mais donc on a dû revisiter de mois en mois, de semaine en semaine, mais au fil des années, le même champ. D'accord. Et ce qui nous a permis d'accumuler une grande série d'images, plus de 1000 images. Et donc on passe de l'image simple qu'on voit sur la gauche au final à quelque chose de beaucoup plus sensible, où on détecte soudainement une vraie tapisserie de galaxies. Oui, c'est incroyable, la différence entre les deux. Si on passe sur l'image couleur avec 3 filtres différents mis ensemble, on a une très très grande sensibilité à la lumière, on voit des objets très très faibles. C'est l'équivalent de, je pense que ce qu'on voit, c'est l'équivalent de la bougie détectée sur la Lune. C'est comme si vous aviez exposé le ciel pendant des dizaines et des dizaines d'heures, non? C'est ça? Cette image, par exemple, c'est 300 heures accumulées. 300 heures de pause. Au terme de 5 ans, eh oui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une projection de l'espace tel qu'on regarde des galaxies très lointaines. Donc si on a des étoiles, que je sais que ce sont des étoiles de notre propre galaxie, qu'on travaille très proche. Après, on passe sur l'univers proche. C'est une galaxie qui doit être à peu près à 50 ou 100 millions d'années-lumière de distance. D'accord. Puis après, on va un peu plus loin, puis on commence à avoir des galaxies un peu plus petites. Ça veut dire qu'elles sont plus lointaines. De manière générale. Et ensuite, on commence à passer sur vraiment les galaxies très lointaines, moitié de l'âge de l'univers, 7 milliards d'années-lumière de distance. Et là, c'est vraiment tous ces petits blobs que vous voyez partout dans la lumière.
En observant pendant des centaines d'heures ces champs profonds, comme ils les appellent, les astronomes ont donc découvert un ciel saturé de galaxies. À l'échelle de l'univers, les chiffres donnent le vertige. On estime qu'il y en aurait entre 100 et 200 milliards. En étudiant la position de ces galaxies, comment elles interagissent les unes par rapport aux autres, les astronomes cherchent à déterminer l'architecture de l'univers et à comprendre comment il s'est structuré il y a plus de 13 milliards d'années. Je quitte l'observatoire du Mauna Kea pour me rendre sur l'île voisine d'Oahu. C'est là que travaille Hélène Courtois, une cosmologiste française. Elle vient de réaliser avec son équipe la première carte complète de notre univers proche. Dans ses bureaux de l'université d'Honolulu, Hélène est directement reliée au télescope du Mauna Kea. Ces observations lui permettent de positionner une à une les galaxies situées à quelques centaines de millions d'années-lumière autour de notre galaxie, la Voie lactée. Des galaxies, il y en a des milliards dans l'univers. Vous les observez une à une? Oui, on les observe une à une. Tu en as observé combien des galaxies comme ça? Alors des galaxies, j'en ai observé déjà 16 000, une par une, mais on ne les a pas encore toutes exactement positionnées dans la cartographie. Pour l'instant, on a cartographié à peu près 1%. On aimerait arriver à 2% d'ici quelques années parce qu'on a des observations en stock qu'on n'a pas encore complètement terminé de réduire. Et puis avec le télescope spatial d'Euclide, vers 2020, on devrait arriver peut-être à la dizaine de pourcents, mais 100% de l'univers, ce n'est pas imaginable aujourd'hui. Donc je vais te montrer un exemple Parce que ça sert à quoi, de ces cartes de l'univers qui nous permettent de remonter quand même à la composition de l'univers. Ce qu'il contient, comment il est structuré, comment il s'est formé. Je vais te montrer ce que ça donne, une cartographie. Ça, c'est une carte de tout le ciel. Donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on utilise des télescopes dans les deux hémisphères pour cartographier l'univers. Nous, évidemment, on habite sur la planète Terre, tout le monde le sait. On est nous-mêmes dans une galaxie, la Voie lactée. Et donc, nous sommes quelque part au centre de cette image, c'est ça? Mais alors, on serait où par rapport à ces galaxies? Donc, on est au centre de l'image juste parce qu'on mesure par rapport à nous. Et on est près de cet amas de points ici, qui est l'amas de la Vierge. Un gros amas où il y a plus de 1000 galaxies. Cette projection à 2 dimensions, on peut la déprojeter et chaque galaxie... Donc on va voir arriver en premier les galaxies qui sont autour de nous, donc les bleus, et puis les galaxies les plus lointaines, donc par exemple, qui vont arriver après sur l'extérieur du cube. Et on se retrouve avec les galaxies rouges les plus lointaines à l'extérieur. Voilà. Et ton univers, il mesure 300 millions d'années-lumière. D'accord. Donc en fait, quand on voit ce genre d'image, ça nous submerge, même nous, il y a trop d'informations. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on repart plus près de la Voie lactée. On va considérer maintenant sur une image... On s'approche? Voilà, on va faire une cartographie un petit peu plus proche. Et puis on va observer, tu vois, des paquets de galaxies en fait. C'est extraordinaire. Mais les galaxies ont toutes un peu tendance à se rassembler comme ça en groupe? Oui, c'est ce qu'on observe. En fait, on observe une structuration, si on peut dire, de l'univers, des groupes de galaxies et des régions plus vides. Donc en fait, les étoiles, c'est la partie lumineuse des galaxies. Et puis en fait, ces galaxies vivent dans des halos qui les entourent, qui sont invisibles, qui sont plus massifs et qui permettent justement à la gravitation comme ça de faire la structure de l'univers. Sous l'effet de la gravité, les galaxies s'attirent entre elles et se concentrent donc dans certaines régions de l'espace, formant des amas et des superamas de galaxies. Ces amas s'organisent en un réseau complexe que l'on pourrait comparer à une véritable toile d'araignée cosmique. Mais en additionnant la masse de toute la matière visible dans le cosmos, les astronomes se sont rendus compte que la force de gravité qu'elle génère n'est pas suffisante pour expliquer l'architecture de l'univers. Il manque de la matière, et même beaucoup. Sauf à considérer qu'il existe une matière invisible, 400 fois plus massive que la matière ordinaire, et donc capable de structurer l'univers. Les chercheurs l'ont baptisée matière noire. Mais quelle est cette matière? De quoi est-elle constituée? Et comment est-elle répartie? Telles sont les questions que se pose Hélène Courtois.
Qu'est-ce que c'est la matière noire? Voilà, alors la matière noire, c'est ce qui n'est pas de la matière ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la table, ce n'est pas nous. Ouais. Nous ne sommes pas constitués de matière noire. Nous sommes constitués de baryons. Donc des atomes, Oui. voilà, des neutrons, des protons, ça c'est les baryons. Mais la majeure partie de la matière, ou de la masse dans l'univers, si tu veux, c'est de la matière non baryonique, la matière noire invisible, qui n'interagit pas avec la lumière. C'est pas juste parce que les télescopes sont pas assez puissants pour détecter des halos de Ah gaz, non, des choses pas comme du ça. tout, ça n'interagit pas avec la lumière. Donc elle n'émet pas de lumière, elle n'absorbe pas de lumière, on peut poser autant de temps qu'on veut pour faire une photographie, on ne l'observera pas. Par contre, on peut l'observer par les mouvements qu'elle induit. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est exactement pour chercher où est-ce qu'elle est. On cherche les mouvements des galaxies, comme les marins polynésiens regardaient les débris sur les courants pour essayer de trouver les îles, d'où venaient ces débris. Vous suivez les courants de galaxies? Voilà, c'est ça, on suit les courants de galaxies pour chercher où est la matière noire. Donc on fait une cartographie de ce qui est visible et ça nous permet, comme c'est une cartographie dynamique, ça nous permet de remonter à ce qui n'est pas visible. Petit à petit, par déduction, on a compris qu'il y avait des concentrations de matière noire dans certaines régions de l'univers. On habite ici, la Voie lactée, donc on a un mouvement vers l'amas de la Vierge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce que c'est un amas de galaxies qui est assez proche de nous. Mais en fait, tout notre entourage, et puis nous-mêmes, va dans une direction à une vitesse faramineuse, à 630 km par seconde. C'est une vitesse énorme. Voilà. Et on va où? On va où? On va dans la direction qu'on a appelée la direction du grand attracteur. Donc c'est une région qui était un petit peu mystérieuse depuis 20 ans parce qu'elle attire énormément. Et quand on compte le nombre de galaxies qu'il y a dans cette région, ça ne suffit pas pour nous attirer à cette vitesse-là. Donc petit à petit, par déduction, on a compris qu'il y avait des concentrations de matière noire dans certaines régions de l'univers. Ça veut dire que la Voie lactée va un jour tomber vers ce grand attracteur? Alors on ne va pas tomber vers ce groupe de galaxies parce qu'en même temps joue l'expansion de l'univers. Donc ce sont deux forces, la gravitation et l'expansion, qui jouent en sens inverse. Donc en fait l'expansion qui va très très vite nous éloigne et puis la gravitation a tendance à nous rapprocher. Ouais. Grâce aux travaux d'Edwin Hubble il y a 80 ans, on sait que depuis son origine, l'univers est en expansion. Il se dilate et il emporte avec lui les galaxies qui s'éloignent les unes des autres. En 1998, des chercheurs travaillant depuis l'observatoire du Mauna Kea vont réaliser une découverte qui va stupéfier toute la communauté scientifique. En observant les supernovas, ces explosions d'étoiles en fin de vie, 5 milliards de fois plus brillantes que notre Soleil, les scientifiques ont pu mesurer avec précision la vitesse d'expansion de l'univers. Les résultats vont remettre en question toutes les théories existantes. Car notre univers, loin d'être freiné, est en accélération. John Tonry faisait partie de cette équipe d'astronomes qui a obtenu en 2011 le prix Nobel de physique pour cette découverte fondamentale. Nous sommes partis de l'idée qu'il y a eu un Big Bang, qui est à l'origine de l'univers et que depuis, il s'étend. S'il n'y avait pas de gravité dans l'univers, tout se serait dilué et dispersé instantanément. Et les astres qui se déplacent rapidement iraient vite, et ceux qui se déplacent lentement iraient doucement. Mais à cause de l'attraction mutuelle des astres, nous nous attendions à ce que l'univers soit en expansion rapide, puis ralentisse. Et on ne connaissait pas l'intensité de cette gravité, ni la quantité de la masse dans l'univers. Donc on pensait que l'univers pouvait s'étendre, s'arrêter, puis se contracter à nouveau grâce à la force de la gravité. C'était un premier scénario. L'autre hypothèse, c'était que la gravité était si faible que l'univers allait s'étendre, puis ralentir, mais qu'il continuerait quand même à s'étendre indéfiniment. Mais on était loin d'imaginer que l'univers serait en expansion et qu'il irait de plus en plus vite. Il ne cesse d'accélérer et de s'étendre plus rapidement, alors que nous pensions que la gravité allait ralentir le processus. Ça n'avait aucun sens.
Mais est-ce que vous avez une hypothèse pour expliquer cette incroyable accélération de l'univers? Nous avons une théorie appelée énergie noire. Noir ne signifie pas sans lumière, mais plutôt inconnu, mystérieux, que nous ne comprenons pas. C'est vraiment une énigme, Serge. Albert Einstein l'avait anticipé dans sa théorie de la relativité générale. Mais dès que nous avons appris, grâce aux observations, que l'univers était en expansion, nous nous sommes dit non, ça ne peut pas être ça. C'est envisageable, mais ce n'est pas ce qui doit se passer. Et cette théorie est donc restée dans l'oubli pendant 80 ans. C'était une possibilité, mais personne n'y croyait. Entre-temps, la mécanique quantique a vu le jour, avec l'idée que le néant, que l'on appelle le vide, pouvait être à l'origine de cette incroyable accélération. Comme une tension dans le vide qui se libère spontanément. Mais si c'était vrai, alors l'univers aurait disparu en un instant et n'aurait jamais existé. Comme cette contradiction n'a jamais été expliquée, personne n'y a cru. Donc la théorie de la relativité générale dit que c'est possible, mais que cela n'existe pas. La mécanique quantique dit que c'est possible, mais que l'univers exploserait instantanément. Donc, dans les deux cas, personne n'y a jamais cru. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a besoin d'un nouvel Einstein? C'est vrai. Un nouvel Einstein, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Il faut que les enfants qui ont 10 ou 12 ans aujourd'hui, les futurs Einstein, soient bien attentifs en classe et qu'ils travaillent dur. Aujourd'hui, pour tenter d'expliquer l'architecture de l'univers, les astronomes disposent de deux théories qui coexistent depuis un siècle sans jamais dialoguer ensemble. En effet, elles nous proposent deux images du monde profondément différentes, antagonistes, irréductibles. La théorie de la relativité générale d'Einstein explique la structure de l'univers à grande échelle. C'est une théorie de l'espace et du temps. La mécanique quantique n'est opérante qu'à l'échelle de l'infiniment petit, au niveau des particules élémentaires. Voici des décennies que des physiciens tentent en vain de réconcilier ces deux modèles, ou mieux, de trouver une nouvelle théorie qui les dépasserait. Alors, en attendant le nouvel Einstein, les hommes continuent à construire des télescopes de plus en plus grands pour s'approcher au plus près des limites. John, vous utilisez un télescope géant. Dans les années qui viennent, vous allez observer avec des télescopes de plus en plus grands. Mais est-ce que cette quête a une fin? Est-ce que vous finirez par aller jusqu'au bout de l'univers? Est-ce que l'univers a une limite? Tous les 15 milliards d'années, la taille de l'univers est multipliée par 3. Ce qui signifie qu'il va juste devenir de plus en plus grand, de plus en plus sombre, que les étoiles vont disparaître et qu'il n'y aura pas de renaissance. Et ce sera donc la fin. Notre Soleil brillera encore 5 milliards d'années, puis il mourra. D'autres étoiles vivront plus longtemps. Parmi toutes les galaxies que nous voyons dans l'univers aujourd'hui, nombreuses sont celles qui vont s'éloigner et se disperser. On ne les verra plus à cause de l'accélération de l'univers. C'est une fin triste et froide pour l'univers, c'est vrai, mais c'est ce que nous prévoyons pourtant. Vous êtes en train de me dire que l'univers est à la fois éternel, infini, et qu'il va disparaître dans l'obscurité la plus totale? Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'univers est infini en taille et dans le temps. Tout va juste se dissiper indéfiniment. L'univers serait donc composé de 73% d'énergie noire, de 23% de matière noire. Le reste, soit 4% de ce qui constitue le cosmos, est fait de matière ordinaire, la seule que nous connaissons. Depuis un siècle, à partir des équations d'Einstein, les astronomes sont parvenus à décrire l'univers qu'ils observent et à reconstituer son histoire. Mais ce modèle fonctionne avec 96% d'inconnus, d'inexplicables. Aujourd'hui, aucune autre théorie ne parvient à faire mieux. Mais avec cette part d'ombre et de mystère, le ciel n'est-il pas encore plus fascinant ? Que a